Bonjour à toutes et à tous, vous aimez le hand féminin, vous êtes sur Sport en France, vous êtes sur la bonne chaîne. Dans quelques heures maintenant, demain exactement, le championnat de Ligue Butagaz Énergie va reprendre ses droits avec l'ouverture du championnat où nous braquerons nos caméras sur ce match entre Saint-Amand-les-Eaux, le promu, et Fleury-les-Aubrais handball avec la présidente de Fleury, Sabine Guillien. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur votre club. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à ma gauche, Amélie Goudjot, ma fidèle acolyte, qui sera à mes côtés encore cette saison pour commenter ces matchs de Ligue Butagaz Énergie. On s'était régalé la saison dernière. On espère qu'il en sera de même cette saison. Amélie. Oui, bonjour. Bonjour. Sabine, on avait eu l'occasion de s'entretenir la saison dernière, autant que je me souvienne, c'était en tout début de saison. On avait diffusé le match entre Fleury et Chambray. On avait eu l'occasion de discuter un petit peu. Autant que je me souvienne, il y avait eu un discours de la prise de fonction, au moment de votre prise de fonction d'un club que vous repreniez. En cours de route, une année que vous avez qualifiée de transition. Au final, 3e pour une année de transition, c'est plutôt pas mal. Tout à fait. Et puis, d'office, je re-signe tout de suite pour cette place-là cette saison. C'est vrai que c'était une année de transition, parce que changement de président, Jean-Pierre Gontier, président historique, avait décidé d'arrêter. Et donc, j'avais pris mes fonctions le 11 septembre. Alors, finalement, je me dis que c'était peut-être une date, c'était peut-être pas la bonne date, parce que ce qui a suivi après était plus compliqué à gérer. Mais non, une très belle 3e place. Je suis très satisfaite de mes joueuses et du staff sportif qui avait fait un super boulot. En même temps, une place qui nous a laissé un goût d'inachevé. Parce qu'on n'a pas pu jouer ces fameux playoffs et c'était un engouement, on avait réussi à avoir un engouement de la part du public, des partenaires, et c'est vrai que cette saison s'est arrêtée brutalement, mais on a signé pour cette 3e place et on est ravis. Voilà, vous l'avez souligné, Sabine, un championnat qui, on le sait, n'a pas pu arriver à son terme, avec donc aucun titre de champion qui n'a pu être décerné. Metz et Brest ayant terminé à égalité. Alors les pronostics allaient bon train. Avant le début du championnat, on avait peut-être pensé à Paris, à Nantes, et finalement c'est la belle 3e place de Fleury. Amélie, on en discutait, vous aviez été séduit par le jeu proposé par cette équipe de Fleury. Oui, c'est vrai qu'elles ont été quand même assez régulières tout au long de la saison. Le jeu était quand même bien assis. Je trouve que le projet était clair. Chaque joueuse avait un rôle et c'est vrai qu'avec toute l'osmose qu'il y avait pu avoir aussi sur les saisons passées, elles ont profité de tout ça. Et puis la mayonnaise a vraiment super bien pris la saison dernière. Elles ont proposé vraiment un jeu alléchant avec à la fois de la percussion, des arrières dangereuses. La base avant aussi fonctionnait bien. Il y avait un petit peu tous les éléments qu'il fallait pour faire un beau championnat, une belle saison. Et effectivement, ça a été le cas. Sabine, quand on termine à la 3e place, quelles sont les ambitions, sachant qu'on rappelle que la formule, cette saison, va s'en voir modifiée, à savoir, donc il n'y a pas eu de descente, il y a eu 2 promus, Saint-Amand-les-Eaux que vous allez affronter et Plan-de-Cuc. Du coup, quelles sont les ambitions et qu'est-ce que cette nouvelle formule change dans l'appréhension du nouvel exercice? Alors, c'est vrai que c'est pour les joueuses et le staff sportif, pour les coachs, c'est une nouvelle façon de travailler, parce que finalement, chaque match va être un match couperé. On ne peut pas faire des calculs, se dire si on perd celui-là, c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper. Puis il y aura les playoffs derrière, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que j'ai répété aux filles en début de saison. J'ai dit chaque match est finalement une finale cette année. Donc chaque point est important. Il faut aller chercher tous les points à chaque match, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Nous, on a modifié notre équipe à peu près de 30%. Donc il faut aussi que la mayonnaise reprenne. Parce que l'année dernière, l'avantage, c'est vrai qu'on a pratiquement eu 1 ou 2 départs. Donc c'est vrai que l'équipe était très stable et on a pu très vite travailler avec les joueuses qui étaient en place. Donc nouvelle saison, nouveaux objectifs, mais c'est ce que je leur ai dit. Vous étiez 3e, donc vous ne pouvez faire que mieux, mais au minimum 3e. Et on sait que vous allez donc participer à la Coupe d'Europe. Donc ce sera un paramètre à prendre en compte parce que vous avez dit que le droit à l'erreur est plus mince, étant donné que tous les matchs comptent encore plus que l'ancienne formule. Donc ce sera vraiment des ajustements et puis en croisant les doigts que l'effectif n'ait pas de petits pépins. C'est ça. On n'a pas. J'ai 11 joueuses pro. On fait
fortement confiance au centre de formation, aux filles du centre de formation qui vont pratiquement jouer toute l'année avec l'équipe 1. La Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau. Et j'ai dit aux filles, éclatez-vous, cette Coupe d'Europe, c'est la vôtre. Allez le plus loin possible, faites-vous plaisir. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on jongle entre le championnat, parce que le championnat reste la priorité, et cette Coupe d'Europe qui, pour nous, et même les bénévoles et autres, c'est vraiment un cadeau pour eux. Donc on va essayer d'aller aussi le plus loin possible en Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, un autre club la joue quasiment chaque année, même chaque année. C'est Metz Handball. On a eu l'occasion de s'entretenir avec Emmanuel Mayonnat, justement, qui s'exprime sur cette nouvelle formule du championnat à 14. Tout était excitant. Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise formule. Il n'y a que des formules qu'on s'approprie. Il n'y a que les matchs à gagner tout le temps, quoi qu'il arrive. Après, c'est ce que je dis. J'ai clairement pas envie de polémiquer dans un moment comme celui-là. Je remets juste un peu les choses en perspective. En février, quand on perd énormément de monde, je dis à mon président, t'inquiète, on aura le temps. On est dans une formule de play-off. On va perdre des matchs assurément en septembre-octobre. Et puis derrière, on va construire, avancer. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit bon en février-mars, quand les matchs en jeu vont réellement commencer. Et puis un mois après, le Covid passe par là et on rediscute d'une formule nouvelle. Il y a une nécessité à aménager les choses et à repartir sur une formule de saison régulière. C'est OK, on baisse la tête, on l'accepte, ou on l'a accepté, ou on a été obligé de l'accepter. Et puis, mais peu importe, vraiment. Et aujourd'hui, c'est sûr que pour une équipe en reconstruction comme la nôtre, savoir que tous les matchs vont compter à partir de septembre, ce qui n'était pas le cas la saison précédente, ouais, bien sûr que ça peut chahuter un peu, mais c'est pas grave maintenant. On est des compétiteurs, compétitrices, on va jouer avec les règles, elles seront les mêmes pour tout le monde maintenant, et on va essayer de s'en servir et presque d'en faire une force. Mais c'est sûr que la J1 à domicile contre Nice, elle va peser très très cher dans l'obtention d'un titre de champion de France, c'est une évidence. Là où l'année passée, on aurait pu se dire, bon ok, tranquille, on a le temps. Là, on l'a plus, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Amélie, vous qui avez été joueuse, quel est votre sentiment justement sur cette nouvelle formule avec, puisque pour nous, ce qui nous rend encore plus excitant chacune des rencontres, mais comment, à votre avis, les joueuses appréhendent cette nouvelle formule de championnat? Ouais. C'est marrant parce qu'en plus, historiquement, le club de Metz, les Messines, ont beaucoup aimé la première formule. À l'époque, ça leur réussissait vraiment super bien d'avoir un championnat, d'être dans la régularité et de devoir gagner match après match. Après, quand la formule play-off est arrivée, il y a eu un petit temps de latence avec la surprise, la victoire de Toulon sur les premières éditions. Et puis maintenant, tout le monde s'est fait à cette formule de play-off. Tout le monde s'est dit, il y a un avantage, on peut perdre des matchs de temps en temps, surtout si on est engagé sur plusieurs compétitions. Mais tout est remis en cause là cette année avec cette formule à 14. Alors ça va normalement contribuer au développement du handball français. C'est l'objectif au travers de 14 équipes, que d'avoir plus de professionnels, que d'avoir plus de joueuses qui entrent en jeu. Mais voilà, en tout cas sur les formules de championnat, c'est vrai que c'est assez particulier à gérer. C'est la régularité et c'est match coupera à chaque fois, comme ça a été dit. Mais effectivement, ça a été un petit peu brutal, disons, puisque c'était prévu pour la saison suivante, ce passage à 14. Oui, tout ça a été un petit peu précipité par la situation sanitaire, par toutes les éventualités, puis dans la situation dans laquelle on est. D'ailleurs, à ce propos, on a interrogé notre Jalem Miaro, la présidente de la LFH, qui s'exprimait sur les anticipations à donner en cas où il y ait des matchs qui venaient à être reportés. Sans se mentir, ça va être un exercice très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de maîtrise par rapport à ces cas contacts. Donc nous, on a mis en place un protocole avec la LNH pour pouvoir accompagner les clubs et garantir certains règlements. Mais si on a des cas contacts, on est parti sur 3 joueuses positives, report du match. On sait très bien qu'on ne pourra pas reporter indéfiniment certains matchs parce qu'on a la période internationale qui va arriver avec les JO. On a aussi la problématique des ARS qui, eux, peuvent aller être beaucoup plus stricts que nous. Et du coup, on va essayer de faire jour après jour. Avec nous, notre priorité, c'est de finir ce championnat. Donc, peut-être que des décisions devront être prises en cours de saison, on ne l'espère pas. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'on n'aura pas beaucoup de dates report. Et qu'à un moment donné, il y aura, on est en train même d'anticiper, de réfléchir qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à finir le championnat. Comment on se positionne par rapport au club européen, avec la contrainte aussi des règlements européens. C'est c'est d'une grande complexité.
Je vous paraphrase, pendant que vous écoutiez le sonore, Sabine, c'était un casse-tête et puis vous avez pu vous y frotter, on en parlait, votre préparation a été tronquée, énormément de matchs amicaux qui n'ont pas pu se disputer, le Challenge Karaty contre Brest, Chambray et Nantes qui a été annulé. Puis finalement, le seul match de préparation, vous l'avez fait il y a peu de temps. Tout à fait. Comme on disait ce matin, on échangeait la semaine dernière, pardon, j'ai téléphoné à plusieurs présidents. Et on appelle plus nos médecins que finalement nos coachs et nos managers généraux. Et ça a été vraiment... on fait que ça. Moi, je sais que quand les filles se font tester, c'est comme si j'avais les résultats du bac le lendemain. J'attends de savoir est-ce que tout le monde est négatif. Et c'est vrai, une appréhension. Effectivement, nous, on a été touchés par ce fameux Covid avec une première personne, le coach adjoint, qui avait été en quatorzaine, et puis finalement une joueuse. Donc c'est vrai que la préparation est tronquée. Et donc c'est un peu une crainte de savoir sur les premiers matchs, les filles, comment ça va se passer. Moi, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessures. C'est ça aussi, ce qu'on n'a pas pu faire effectivement beaucoup de matchs. Et on sait finalement, avec cette préparation où on a dû vraiment s'adapter, quel est le niveau de son équipe à quelques encablures du début de championnat? Non, je pense qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas capable de le dire pour mon équipe. Je ne sais pas si beaucoup de présidents sont capables de le dire, parce qu'on a fait pratiquement pendant 1 semaine et demie des entraînements individuels. Donc on est quand même sur un sport collectif, donc c'est compliqué, même si les joueuses restent dans le rythme. Mais on n'a pas eu de confrontation, enfin celle qu'on voulait. Et ça a été vraiment presque douloureux pour nous de ne pas pouvoir pu participer au Challenge Karaty, parce qu'en plus c'est pour la bonne cause. Et cette cause nous tient à cœur au club. Et donc c'est vrai que les filles étaient sur la route quand on a appris qu'on avait un cas positif, donc demi-tour. Donc voilà, donc ça a été très anxiogène aussi pour nos joueuses. Mais comme on l'évoquait, on ne peut pas mettre toutes les joueuses, ou alors on fait un championnat comme ils font dans certains pays, où on met tout le monde sous cloche, on fait tout le championnat, on ne bouge pas, mais ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Aujourd'hui, on a besoin de nos supporters dans les tribunes, on a besoin de nos bénévoles, nos joueuses. Donc c'est vrai que c'est assez anxiogène, mais je pense qu'il faut qu'on vive avec ce virus. De toute façon, on n'a pas le choix. On vit tous les jours avec maintenant depuis pratiquement mars. On va travailler tous les jours. Donc les filles viendront jouer. Il faut juste être très attentif à porter le masque, à avoir les gestes barrières, se laver les mains régulièrement. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut s'inculquer et puis ne pas oublier. Et donc, pour recentrer sur le sportif, votre premier match face à Saint-Amand-les-Eaux, donc voilà, ces interrogations, elles vont être levées devant nos caméras pour cette reprise du championnat. Amélie, on parlait de Saint-Amand, de Plan-de-Cuques, ce sont les deux formations qui rejoignent la LBE. Et donc, on a des questions à se poser sur Saint-Amand, qui avait connu il y a 2 saisons la première division, qui était redescendue aussitôt. Il y a une structuration à avoir pour pouvoir pérenniser le projet club au sein de l'élite. Oui, forcément, c'est tout ce qu'il y a de plus difficile. Quand on change de cours, de division, il faut s'y faire, que ce soit sur la structuration du club, que ce soit aussi sur l'équipe et la manière dont elles vont aborder ce nouveau niveau de performance. Et là, elles ont fait l'ascenseur, c'est vrai. Les joueuses ont ce petit plus d'expérience puisqu'elles ont joué il y a 2 ans et puis qu'elles se retrouvent là en première division. C'est un petit avantage. Il y a eu plus de rotation aussi que Plan-Cuques. Plan-Cuques, comme nous le disait Angélique Spencer tout à l'heure, il y a eu une sorte de stabilité dans le collectif. On a fait juste quelques petits changements, mais ils resteront sur le même groupe, quasiment avec la même dynamique et des joueuses qui se connaissent. On va justement écouter la présidente de Saint-Amand-les-Eaux, Sophie Palis, qui s'exprime sur ce retour de Saint-Amand-les-Eaux en LBE. La transition sur cette remontée en LBE a eu un fort impact, en effet. Sur l'équipe, notamment la constitution de l'équipe, donc le renouveau de celle-ci, sur la poursuite de la structuration, plus que sur la structuration en elle-même, puisque c'était déjà bien entamé. Et comme la saison dernière, donc notre saison en D2, en fait, on est resté calé sur le niveau d'exigence de notre saison en LFH.
Donc, même s'il y a eu une transition par rapport à la composition du sportif, dans la structuration, je vais dire, c'était vraiment une continuité. Ce qui nous a permis, depuis quelques mois, de ne pas être trop décalé et de bien appréhender ce qui allait nous arriver. Maintenant, il y a un contexte particulier qui fait que ça rajoute, je vais dire, une exigence supplémentaire. La fameuse exigence supplémentaire, on vient de l'évoquer, Sabine. Vous, c'est différent. Vous avez pris un club qui était déjà bien ancré en première division, mais vous êtes arrivé et ça vous parle, toute cette structuration, ces recherches perpétuelles de partenaires, parce qu'on rappelle, vous avez parlé de votre prédécesseur, évidemment, qui était président, presque mécène, il y avait beaucoup d'argent. Maintenant, c'est un nouveau modèle à Fleury et il faut s'adapter. C'est sûr, l'histoire de Fleury est très belle, hein, et puis Amélie fait partie de l'aventure il y a quelques années maintenant. C'est une nouvelle histoire qui s'inscrit, on réécrit un projet de club. En même temps, on garde bien les racines du club, tout ce beau palmarès qu'a ce club, mais en même temps, on va aller de l'avant. Moi, je travaille beaucoup sur un projet de club où on est très axé sur le territoire. On l'évoquait lors de la conférence de rentrée avec plusieurs présidents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait pas que jouer hand. Les filles sont très impliquées sur des actions RSE. Moi, on travaille beaucoup sur la reconversion des joueuses, mais aussi le centre de formation. On veut que les jeunes, finalement, soient intégrés dans le groupe. J'allais dire, pratiquement, nous, du baby jusqu'aux joueuses pro, on tient compte des joueuses, on fait attention. Donc nous, on travaille beaucoup avec l'association du Cercle Jules Ferry, qui sont le côté loisirs, avec le président, qui fait d'ailleurs partie de mon comité directeur. Donc il a fallu, oui, réécrire toute une histoire, un projet de club, et aussi constituer une équipe autour de moi, parce que moi, je ne pouvais pas toute seule, je ne me voyais pas toute seule franchir cette montagne. Et donc j'ai mis autour de moi des gens comme Bertie Bétaré, qui est une joueuse emblématique du club, qui est sur le côté sportif et qui m'aide à avoir cette vision et à aller de l'avant. Mais on a un avantage, on est réellement optimiste, donc on y croit. Structuration obligatoire, parce qu'on sait que les moyens ne sont pas illimités, ne sont pas élastiques. Et justement, vous avez parlé du centre de formation, des pôles espoirs. C'est ça qui est de plus en plus important. Amélie, vous avez l'occasion de discuter avec Angélique Spencer, avec Plan de Cul, qui est aussi un promu. Il va falloir qu'elle puise dans ce centre de formation et qu'elle fasse confiance aux jeunes, ne pouvant pas recruter qui elle veut. Ouais, c'est vrai que c'est un chantier maintenant qui remonte à quelques années et on voit que ça a beaucoup fait évoluer le championnat, le niveau de jeu aussi. Tout ça, tout est lié en fait, que ce soit la formation, les résultats de l'équipe de France, ce qui se passe dans le championnat. Tout est très lié et forcément les clubs vont aller chercher au plus près des joueuses qui sont formées en local ou en tout cas en France. On bénéficie aussi de pas mal de structuration depuis des années, de professionnalisme qui fait que toutes les joueuses, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau physique, etc., sur tous les pans de la performance, il y a des répercussions et notamment liées à ce travail de structuration que les clubs font au quotidien, que la Fédération française de handball aussi fait et tous ces projets autour des JPS, etc., des clubs VAP, c'est tout ça qui fait que la belle dynamique de la France perdure. Ouais, c'est à tous les étages, à toutes les échelles, où chaque petite composante a son importance au final pour performer. Donc on parlait de Plan de Cul d'Angélique Spencer, on a eu l'occasion de s'entretenir avec elle qui va découvrir la LBE en tant qu'entraîneur, en tant qu'entraîneuse. Elle qui était à la Stella Saint-Maur, qui a joué avec vous à ici Paris à l'époque. Et donc elle s'est livrée à nous avec ce nouveau challenge qui s'offre à elle. Peu ma touche, mais c'est vrai que je suis arrivée un peu tard moi dans le recrutement parce que j'ai donné une réponse un peu tardive pour ma venue. Donc le recrutement était déjà bien avancé. Après, c'est un recrutement qui est pour moi logique dans le sens où on n'a pas tout chamboulé, on n'a pas changé l'équipe à 100%, on a gardé le noyau dur, le socle de base qui vit ensemble déjà depuis 3 ans. Donc on espère que ce soit une force pour nous pour démarrer cette saison. En tout cas, on a essayé d'apporter un peu plus de densité dans le secteur défensif. Et puis, pour l'instant, sur cette année-là, on est surtout là pour apprendre, connaître les exigences du haut niveau, parce que j'ai des joueuses aujourd'hui qui vont être pour la première fois joueuses professionnelles. Donc c'est ça aussi le plus important, c'est qu'elles comprennent là où elles mettent les pieds. C'est un nouveau monde et qu'il va falloir travailler dur pour pouvoir se maintenir.
Qu'il s'annonce passionnant ce championnat, avec des curiosités, des nouveautés, des novices qui vont découvrir, des plus expérimentés. Voilà, on était avec Angélique Spincer, on va ouvrir cette parenthèse, ce chapitre sur les entraîneurs. En parlant d'Emmanuel Mayonade, c'est vrai que la période fait que c'est peut-être passé sous silence. Emmanuel Mayonade qui a été élu par l'IHF meilleur entraîneur du monde, avec le parcours réalisé avec le Metz Handball, avec le parcours de champion du monde, avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Amélie, c'est plutôt mérité cette distinction pour Emmanuel Mayonade. C'est presque du jamais vu. Hein. Il a été au Final Four de la Ligue des Champions quelques mois avant. Il prend la sélection l'été. Quelques mois après, avec un nouveau groupe, il est champion du monde. Quelle carrière exceptionnelle, quel entraîneur formidable. Enfin, vraiment, on ne peut que saluer son travail, ses ambitions, ses exigences, hein, parce que ça a l'air d'être un entraîneur qui quand même impose beaucoup de travail et d'exigences à ses joueuses. Donc, voilà, c'est que mérité tout ce qui lui arrive. Sabine, un mot là-dessus ? Non, je suis tout à fait d'accord sur ces propos, mais c'est vrai que moi je trouve qu'en plus c'est une fierté pour la France, c'est pour le handball français d'avoir un des meilleurs entraîneurs au monde. C'est la reconnaissance de tout le travail, ce qu'on a évoqué, tout le travail qui est fait par les fédés, par les ligues, par les clubs. Et effectivement, je pense qu'il doit être très exigeant. Et c'est pour ça que beaucoup de filles veulent aussi aller jouer à Metz pour retrouver cette exigence. Et non, c'est amplement mérité, oui. Metz qui va entamer une mue avec, comme rarement ou comme il y a longtemps qu'on n'avait pas vu, avec 6 joueuses majeures qui sont parties. Il faut recontextualiser, restructurer tout ça. Et voilà, sans mauvais jeu de mots, Emmanuel Mayonade va essayer de faire prendre la mayonnaise avec ces nouvelles joueuses. Et quel est votre regard justement ? Oui, c'est la fin d'un cycle en termes de joueuses. Après 2 cycles de performance, je ne pense pas. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que le collectif messin puisse jouer avec pas mal d'enthousiasme et de résultats sur la Ligue des Champions, mais aussi sur ce championnat. Pour moi, il n'y a pas de discussion sur le fait que Brest et Metz joueront le haut de tableau, voire le titre, comme la saison dernière. Il y a de quoi faire dans ce groupe. Bien sûr, il y aura restabilité parce qu'il y a beaucoup de changements, qu'il y a de l'intégration, notamment de la joueuse slovène Stanko. Pareil sur le poste d'arrière gauche, Misiewicz, qui est une grande arrière d'1m93, que ça va changer quand même le profil de défense. Voilà, il y a des paires, mais il y a quand même déjà des choses qui sont mises en place. Et puis surtout le départ de Graza Hadi, c'était quand même le maître à jouer de cette équipe. C'est elle qui montait tous les ballons, qui organisait le jeu, etc. Donc ça va être une stabilité. Puis c'était la capitaine aussi, donc une stabilité à retrouver. Mais en termes de potentiel, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Après, il faudra peut-être du temps. Et comme il le disait, la formule est un petit peu différente. Et en même temps, ils ne peuvent pas se griller trop de cartes rapidement. Oui, et à l'inverse, c'est Brest qui a misé sur la continuité avec beaucoup moins de recrutement par rapport à la saison dernière. Vous, Sabine, on le sait, vous avez perdu Bruna De Paula qui est partie du côté de Nantes. Du coup, il a fallu repenser un petit peu le jeu parce qu'elle a été élue MVP, on le rappelle, elle fait partie des 3 meilleures buteuses du championnat. Vous avez encore, heureusement, Alexandra Lacrabert qui est vraiment partie prenante du jeu de Fleury, mais c'est un élément à intégrer. Ah oui, tout à fait. Je pense que pareil, c'était un cycle. Bruna était là au club depuis plusieurs années. Je me souviens à son arrivée, toute timide, une jeune joueuse qu'on voyait pratiquement pas. Elle a explosé et puis c'est vrai que moi, j'étais très satisfaite, non seulement 3e Coupe d'Europe, et puis, cerise sur le gâteau, Bruna De Paula, meilleure joueuse VIP de l'année. Mais elle-même a remercié ses coéquipières, et notamment Alex, parce qu'elle lui a beaucoup apporté. Et puis c'est vrai que moi, Alex, c'est la pièce maîtresse du jeu. Mais je pense que là, on va retrouver une nouvelle équipe. Alors, il faut aussi que la mayonnaise prenne, parce que malheureusement, la préparation était un peu estampée. Mais sur la base arrière, on va retrouver des belles joueuses, des belles recrues. Et je pense que rapidement, ouais, on va avoir une belle équipe sur le terrain. Oui, l'équipe de Fleury qui avait un petit peu déjoué les pronostics. Mais là, dans la continuité, avec Christophe Cassan, qui, on le rappelle, avait été adjoint pour ensuite être intronisé numéro 1. Ça, c'est important pour fluidifier un petit peu le coaching.
Tout à fait. Alors moi, j'étais partenaire à l'époque au club. C'est vrai que Christophe était l'adjoint de Frédéric Bougeant, qui a fait les belles années. Enfin, eux deux, ils ont fait les belles années du club et les plus beaux titres. Jean-Pierre Gontier avait choisi dans la continuité de nommer Christophe. Qui a fait son travail. Et puis on sent la continuité, l'équipe, il est sur son cycle. Donc il a dû aussi s'habituer. Il a dû plus peut-être s'habituer au nouveau comité directeur et à sa nouvelle présidente que finalement à l'équipe. Mais on a trouvé là un rythme de travail et il adhère aussi au projet. Ce qui est important, c'est qu'on ait un staff sportif, un staff technique qui adhère au projet du club et pour qu'on aille de l'avant. On a balayé certains clubs à travers le prisme des entraîneurs et des entraîneuses. Un entraîneur aussi que l'on va découvrir, en tout cas en LBE, Amélie, c'est Laurent Puisségur, connu pour sa carrière de joueur à Montpellier, qui est un joueur international, ancien pivot, qui a ensuite eu les garçons de Nîmes, l'USAM, puis les équipes de France jeunes, et là, Toulon. Et c'est quelque chose qui vous inspire. Il prend la succession de Chandor Raka à Toulon. Ouais, c'est encore autre chose, un nouveau travail avec cette équipe. C'est vrai que l'équipe de Toulon, ça fait quand même quelques années où on se dit il y a un beau collectif et il n'y a pas forcément les attendus en termes de résultats sur le classement en fin de saison. Donc il aura en charge d'essayer de remplir les objectifs cette saison avec un collectif très rajeuni. Il reste quand même des joueuses de pointure dans le collectif, mais va falloir bien travailler pour pouvoir prétendre sur le haut du tableau, en tout cas être européen. Je ne sais pas si c'est un objectif du club, mais voilà, il y a du boulot. Ouais, il y a ce club de Toulon qui a vu partir Léa Serdarevic, la gardienne du côté de Paris 92 et sa maître à jouer, la demi-centre, Lorraine Catani du côté de Brest. Voilà, c'est ce genre d'équipe, Toulon ou Besançon. Voilà, vous situez un petit peu dans ce magma d'équipe. Oui, je pense que le championnat va être très ouvert cette année et toutes les équipes ont fait. Pour moi, ça va être plus homogène. Alors, bien sûr. Il y a Brest et Metz, mais pourquoi pas, avec la Coupe d'Europe qui sont à jouer, on ne sait jamais. Moi, je pense que le championnat va être assez ouvert et c'est pour ça que je vous dis chaque match va être une finale pratiquement. S'il y a de belles joueuses partout dans toutes les équipes, si la mayonnaise prend rapidement dans une équipe, ça peut faire très mal. Ouais. Et je pense qu'on va avoir des belles surprises cette année. Ouais. Équipe surprise, ça pourrait être Bourg de Péage, Paris aussi. Chambray a fait aussi de très belles recrues cette année. Donc, finalement, toutes les équipes. Un championnat attractif. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté lucide de parler de la situation qui a plombé un petit peu, qui a eu un impact sur les finances, mais en contrepartie, on a quand même vu des mercatos, des transferts assez agités, et plutôt dans le bon sens, avec des arrivées d'étrangères confirmées, dont vous parliez, Amélie, à Bourg-de-Péage, Chambray également. Il y a vraiment un nivellement par le haut de ce championnat. On a parlé de Laurent Puisségur qui arrivait. Il y a une entraîneuse qui est bien là, mais pour qui ce sera la dernière saison à Besançon, c'est votre ami Raphaël Tervel. Amélie. Ouais, c'est vrai qu'elle a annoncé assez précocement son souhait de ne pas continuer à la fin de cette saison. Ils vont terminer avec son staff un cycle de 6 années avec ce groupe, avec une montée en première division, avec des objectifs européens qui ont été remplis. C'est vrai qu'on fonctionne souvent en termes de cycle. Ils ont l'air d'avoir fait le tour de la question. Ils vont jouer libéré peut-être cette année pour essayer, leur objectif c'était d'essayer d'avoir un titre, que ce soit sur la Coupe de France, de faire un coup ou bien de se rapprocher encore plus du podium. Voilà, ça va être, c'est un groupe aussi qui a très peu changé. Il y a eu quand même pas mal de départs, une seule arrivée sur l'aile droite avec la Bouddha. Ils ont quand même ce que Fleury avait la saison dernière, c'est-à-dire un groupe qui a peu changé, elles se connaissent très très bien. Et je pense qu'elles profiteront justement du fait qu'elles ne sont pas européennes pour faire des coups ponctuellement, déstabiliser. Les calculs vont être assez particuliers. En tout cas, ça peut être une équipe qui peut mettre à mal même les meilleurs. Les meilleurs, on peut aussi parler donc de Paris 92 avec Yacine Messaoudi qui a longtemps œuvré
pour les jeunes avec le centre de formation de Metz. Une première saison pour Yacine Messaoudi qui s'est très bien passée puisqu'il est européen en fin de saison et donc qui entame une deuxième année. Et puis on a envie de se dire c'est souvent la même vision avec Paris lorsqu'on regarde l'effectif. On se dit voilà, on a 8-10 joueuses, après peut-être la profondeur de on n'y est pas et donc tout dépendra peut-être de la capacité aux jeunes d'apporter leur pierre à l'édifice. Oui, complètement. En plus, là pour le coup, Yacine Messaoudi l'année dernière, ça s'était fait un petit peu sur le tard, c'est-à-dire que c'était plutôt Arnaud Gandet qui avait fait le recrutement pour la saison d'après, donc il n'avait pas pu complètement dessiner l'équipe que lui voulait. Là cette saison, il a pu faire ses changements comme il l'a souhaité, il a fait venir des jeunes talents, il y a à la fois de l'expérience, il y a Laura Flip qui va venir et qui va apporter apparemment aussi beaucoup sur la base arrière puisqu'elle va être replacée beaucoup aussi dans ce sens-là. Offendal qui vient du Danemark, pareil, qui va sûrement pouvoir mettre de l'ordre un petit peu dans le jeu et ça va apporter une touche scandinave intéressante. Et puis la jeune Resende qui va être portugaise, une jeune espoir pour l'avenir qui va mettre peut-être un petit peu de temps parce qu'elle passe de 3 entraînements par semaine à beaucoup plus. Il va falloir se faire au nouveau rythme de jeu, au nouveau rythme des entraînements. Mais il y a de quoi faire. Hein. Déborah Lassource aussi. Maintenant, c'est une joueuse expérimentée. La doublette de gardienne qui vient d'arriver. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. C'est pour ça que je parlais d'équipe surprise parce que je pense que ça peut prendre dans le bon sens. Il y a un gros potentiel. Adja Ouattara aussi qui a eu un potentiel énorme sur le poste de pivot. Enfin, il y a la défense et l'attaque. Je pense que balayé l'effectif de Paris 14. On sent que vous le maîtrisez bien. On va aussi donner la parole à Laura Flip dont vous parliez, Amélie, qui nous parle justement de ses arrivées au club. On a une très belle paire de gardiennes avec Catherine Gabriel et Léa Serdarevic. Je pense qu'aujourd'hui, deux gardiennes françaises de ce niveau-là, il y en a pas beaucoup dans un club. On a Nadia Offendal, du coup, la danoise, qui est très très bonne, je trouve. C'est une fille de ma génération que je connais depuis des années et quand j'ai su qu'elle venait à Paris, j'étais très contente. On a Johanna, la portugaise arrière gauche, jeune mais avec un très gros potentiel. Je la vois au fur et à mesure de la prépa et je me dis que si elle monte pas d'un grand et qu'elle ne devient pas une des meilleures arrière gauche, je ne comprendrai pas. À l'aile droite, on a la polonaise qui part très vite en contre-attaque. Je suis surprise de sa rapidité. C'est une bonne ailière droite. Vraiment, je suis très contente. Merci à Julien Perronnet pour le NDLR, pour le nom de la recrue polonaise. Vous n'étiez pas parti au charbon pour donner le nom. En tout cas, Laura Flip qui corrobore vos propos. Amélie, Sabine, proximité géographique de Fleury avec Paris, mais aussi dans les modèles, avec aujourd'hui la confiance qui est mise aux jeunes pour vraiment mettre en avant le club. Oui, tout à fait. Oui, géographiquement, on est entre Paris et Chambray. Donc voilà, on est finalement les 3 équipes sur une même lignée. Oui, nous, on mise beaucoup sur les jeunes et moi, je crois beaucoup. On fait un excellent travail avec Clément Machy, qui est le responsable du centre de formation. On a fait quelques belles recrues. Quand je les vois arriver, les jeunes, maintenant, finalement, elles sont déjà très, très grandes. Moi, je crois et je veux que nous, le club, on travaille dans ce sens-là, sur le centre de formation et ses joueuses, parce que c'est ce que je dis, des jeunes qui arrivent, il faut les former maintenant. On a le pôle de formation qui est à Orléans, donc c'est un avantage aussi. Et puis, ces défis, on les motive. Il y a les JO 2024, il y a des objectifs pour elles qui pourraient être super intéressantes, quoi. Et en plus, elles ont un avantage, c'est quand elles s'entraînent avec une internationale comme Alexandre Lacrabert, pour elles, c'est un avantage non négligeable, quoi. Elles progressent beaucoup plus vite. On va poursuivre ce petit tour des équipes avec Nantes. Nantes, avec son nouvel entraîneur, Guillaume Sorina, un petit peu à l'instar de Christophe Cassan, qui était numéro 2 et qui a été intronisé numéro 1. Guillaume Sorina, qui était l'adjoint d'Alan Heine, le technicien scandinave, le danois, qui avait fait du très beau travail, qui a amené Nantes à la 4e place. Lui qui n'est pas resté au club pour raison familiale, ce que nous précisait Guillaume Sorina. Et donc, le président lui a naturellement proposé de prendre la continuité. Donc il y a une 4e place, il arrive avec ce rôle de numéro 1 pour sa première expérience avec une équipe comme Nantes qui est ambitieuse, avec le recrutement
Pona De Paola, Deborah Podar, donc la MVP et l'une des 3 meilleures autres buteuses du championnat, Deborah Podar, l'ancienne dijonnaise. On ajoute à cela Marion Maubon, Diana Bassila et Nathalie Hagman, joueuse internationale confirmée. Sur le papier, ça a de l'allure. Ouais, c'est le plus gros outsider, je pense, qui pourrait peut-être aller titiller là, les 2 premières places, hein, pourquoi pas, si la sauce prend bien aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il y a de grossesses aussi. Hein, on va voir comment elles vont se restabiliser en défense. Il y avait une doublette entre Camille Glon et puis Stine Bodolt qui fonctionnait bien. Voilà, il y a des charnières encore à retravailler. Deborah Podar aussi, gros potentiel, qui a cette possibilité de défendre devant, mais qui va sûrement aussi avoir d'autres rôles dans la défense. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de possibilités dans cette équipe en termes tactiques, puisqu'il y a Hagman qui peut jouer sur l'aile et sur la base arrière. Enfin bref, il y a plein de choses intéressantes. Je pense que Guillaume Sorina va bien s'amuser avec son collectif. Il y a de quoi faire. On va l'écouter justement, Guillaume Sorina, qui ne se cache pas. Hein, ça serait quand même malvenu de dire oh, on essaye de prendre les matchs les uns après les autres. Non, il s'exprime, on l'écoute. Alors évidemment qu'on s'inscrit dans la continuité du travail qui a été fait avec Alan. Le départ d'Alan n'est pas un choix professionnel, c'est un choix familial et le fait qu'il m'ait encouragé à prendre la suite et qu'il ait encouragé le club à me faire signer pour prendre sa suite fait que évidemment on s'inscrit dans la continuité de ce travail-là. Toutes les bonnes choses qu'Alan a mis en place, on essaye de faire en sorte que tout ça continue. Alors oui, je vais mettre un petit peu ma patte avec Mathieu, on va mettre un petit peu notre patte, c'est évident, mais on s'inscrit véritablement dans la continuité du travail qui a été fait. Et le recrutement a été fait d'ailleurs en ce sens-là, avec des joueuses qui s'inscrivent dans ce projet-là. Et voilà, on espère continuer à faire progresser le club, continuer à faire progresser l'équipe et on espère réaliser une meilleure saison que la saison dernière. Et justement, on parlait du recrutement intéressant de Nantes. Deborah Podar fait partie de ce recrutement ambitieux du NAHB. Deborah Podar qui est avec nous via Skype. Bonjour Deborah. Première question toute simple. Comment allez-vous ? Comment se passe votre intégration dans votre nouvelle équipe ? Comment ça se passe avec les matchs de préparation, la découverte des nouvelles coéquipières, du nouveau coach et tout cela ? Bonjour à tous. Oui, ça va, merci. Ça va très très bien. Alors, ça s'est très très bien passé l'intégration. J'ai été très très bien intégrée. Toutes les nouvelles, je pense que c'est pareil. Et vraiment, c'est une bonne équipe. Il y a une belle cohésion, une belle joie de vivre. Donc, j'ai hâte de commencer les matchs avec cette nouvelle équipe. Déborah, vous avez 26 ans. Vous avez connu Angoulême, Metz, la Stella, Dijon. C'était le moment, dans le sens d'une progression, d'une ascension, de rejoindre un club du calibre de Nantes ? Exactement, c'est vrai que quand j'ai eu la proposition de Nantes, j'ai réfléchi parce que c'était très compliqué pour moi de quitter Dijon. Mais une telle proposition, ça ne se refuse pas. C'est une équipe qui joue au tableau depuis de nombreuses années, qui est sur la Coupe d'Europe. Donc forcément, pour moi, c'était une progression, on va dire, normale si je voulais évoluer et continuer à progresser et toujours aller plus haut. Et l'arrivée également de Diana Bassila, qui était votre coéquipière à Dijon aussi, a facilité cette intégration et cette envie de découvrir cette nouvelle aventure ? Forcément, c'est vrai que c'est plus facile quand on est deux, sachant qu'avec Djenaba, on s'entend très très bien, donc ça a été un peu plus facile. Après, c'est vrai que franchement, il n'y a pas eu de problème. Je connaissais très bien Laurie Carretero, qui habite juste en bas de chez moi. Je connaissais un peu Marion Maubon, donc ça, je connaissais un peu des filles dans l'équipe, donc forcément, il n'y a eu aucun problème sur l'intégration. Et c'est vrai que forcément, d'être avec Djenaba, c'est beaucoup plus sympa parce que on se connaît très bien, donc c'est un avantage. Amélie, c'est une joueuse que vous avez appréciée à suivre du côté de Dijon. Vous aimez bien son punch offensif, mais peut-être qu'elle va étoffer son jeu. Peut-être vous avez une question à ce sujet-là Oui, Déborah, bonjour. Écoute, la question que je me posais, c'est vrai que dans le collectif de Dijon, on t'a vu souvent évoluer en avancée notamment. Est-ce que dans le projet de jeu, tu vas avoir de nouveaux rôles, peut-être en défense, à endosser ?
Alors c'est vrai que j'aurais un rôle, on va pas dire similaire parce que c'est totalement différent, mais je sais que Guillaume, on a travaillé pas mal de défense où il souhaite aussi m'utiliser en poste 1 avancé et bah, toujours en numéro 2 aussi également. Donc je vais tout faire pour être aussi performante en défense, que ce soit en défense et en attaque. Oui, et en attaque, hein, avec Guillaume Soriana, vous pouvez lui demander sa spéciale, hein, le tir du poignet par en dessous. Je pense que là, vous serez à bonne école. Merci, Déborah, pour votre disponibilité. On sait que vous avez des entraînements, des obligations. Donc, merci de votre disponibilité. Puis, on se voit très bientôt, à commencer par la deuxième journée où on vous suivra avec ce choc et la réception de Metz à Beaulieu. Merci, Déborah, et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Sabine, Guillaume Soriana, il hérite d'un groupe qui était déjà quantitatif, qualitatif. Vous nous avez expliqué le fonctionnement. À terme, voilà, c'est de restabiliser et après de pouvoir retrouver vraiment le lustre pas si lointain de Fleury. Tout à fait, oui, c'est un objectif sur les prochaines années. Alors effectivement, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est les subventions, l'argent, enfin les partenaires. Privés ou publics. Alors, c'est déjà compliqué parce qu'il y a quand même sur la métropole d'Orléans d'autres sports. On a le basket, on a les garçons de Saran, on a le foot. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls, la seule équipe prétend sur les collectivités dire c'est nous, donnez-nous toutes les subventions. Donc, on se bat aussi auprès des collectivités. Et là, l'histoire de la pandémie est quand même compliquée. Est-ce qu'on a beaucoup de partenaires privés qui sont dans le dur et on attend de savoir, aujourd'hui je n'ai pas toutes les réponses, de savoir s'ils peuvent repartir, à quel niveau ils peuvent repartir. Et c'est vrai que l'objectif, évidemment, c'est de stabiliser ce budget, de l'augmenter pour pouvoir être dans les premières places tout le temps, toutes les saisons, et de retrouver cette Coupe d'Europe qui nous est chère. Et peut-être éviter de vous faire piller vos meilleures joueuses. Prenons cet exemple justement. Donc on a eu Guillaume Soriana qui a récupéré Bruno De Paula. C'était techniquement ou économiquement difficile de la conserver? Non, pas du tout. Je pense qu'elle a en fait le recrutement de Nantes, ils l'ont très bien joué. Ça s'est fait très tôt dans la saison. Nantes a mis en avant que leur objectif était de jouer une Coupe d'Europe. Moi, l'objectif que j'avais donné aux filles arrivant en pleine saison, c'était d'être dans les 5 premières places, 5, 6e. Résultat, on finit 3e. Bruna, c'est vrai, quand elle a vu que, finalement les bons résultats, elle a eu du mal à partir, mais pour elle, c'est bien aussi. Je pense qu'il y a eu un cycle. Bruna, ça a été un cycle. Là, elle va avoir autre chose, d'autres joueuses, d'autres façons de travailler. Je pense que c'est important aussi pour les filles. Moi, je pensais que Bruna allait partir à l'étranger, qu'elle allait vivre une autre expérience dans les pays de l'Est. Après, il y a une problématique, il faut parler anglais. Enfin, il y a cette problématique de la langue. Elle parle. Ah non, mais ça comme tous les Brésiliens ou Brésiliennes. C'est notre fierté, c'est que nous, toutes les filles étrangères qui arrivent, la première chose qu'on leur demande, c'est de prendre des cours de français, enfin leur offre des cours de français, et qu'elles puissent parler français. Déjà pour s'exprimer avec nos partenaires et puis avec la presse. Moi, ça reste ma grande déception, c'est de ne pas avoir pu garder Bruna, mais maintenant, voilà, dans Tact, c'est fait et on passe à autre chose. Et on a de très belles joueuses, on a fait de belles recrues. Moi, je crois beaucoup à mes jeunes du centre de formation. On va aller de l'avant. Justement, donc on a parlé des jeunes. Le recrutement, vous pouvez approfondir, nous les présenter? Alors, on a recruté trois joueuses, une jeune polonaise qui a un gabarit, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas elle, qui est jeune, 21 ans de tête, oui, j'ai plus les âges en tête, mais qui a un espoir qui, sur la base arrière, peut apporter beaucoup. Bon, il faut qu'elle s'adapte à notre jeu, au jeu français. On a Isabelle Gallo, l'angolaise, pardon, excusez-moi, qui a une puissance de bras et qui va nous apporter beaucoup sur la base arrière en défense aussi. Et Camara, qui, je pense, avec son impulsivité et son dynamisme, va nous apporter. Donc la base arrière va complètement changer.
Vous avez eu l'occasion de cette recrue angolaise, vous avez eu l'occasion de la suivre durant le mondial. On a pu l'observer. C'est une des meilleures joueuses de ce collectif, vraisemblablement même celle qu'on voit le plus. Elle a de grosses capacités sur le jeu au près, mais aussi sur un bras d'enfer. Donc elle peut très bien, dans le style de jeu, pas remplacer Bruna De Paula, mais parce que Bruna De Paula, c'est quand même une des joueuses les plus spectaculaires de la planète en termes de ce qu'elle peut présenter. Mais en tout cas, elle peut très bien faire le job dans la même lignée, en tout cas dans le même profil de jeu que Bruna De Paula. Vous explorez finalement des filières peu communes. Alors, en matière de recrutement, c'est vrai qu'il y a souvent en Europe les pays de l'Est, les Scandinaves. Vous avez une joueuse cubaine, vous avez une brésilienne. Joséphine, comment se passe le maillage, le scouting pour recruter à Fleury? Alors là, j'avoue que j'avais laissé carte blanche. C'est notre coach, c'est Christophe Casson, qui avait ciblé, qui avait repéré ces joueuses depuis quelques années. Comme moi, je suis arrivée pratiquement fin d'année dernière à prendre la présidence. Il avait déjà ciblé pratiquement les joueuses. Il les avait observées. Je crois que l'angolaise, il l'avait vue au championnat du monde. Enfin, il y avait eu au Japon. Donc, c'est tout un travail. J'allais dire, les coachs, quand je les vois passer des heures et des heures à regarder des vidéos de joueuses, moi, ça m'impressionne. C'est vrai que c'est quand même c'est dingue d'avoir réussi à avoir une joueuse angolaise. Alors il y en a plusieurs cette saison qui ont migré vers l'Europe. Oui, mais c'est très difficile parce que chez elles, elles ont des salaires qui sont très élevés et donc elles n'ont pas forcément envie d'aller venir jouer en Europe. Non. Et puis les faire sortir de leur pays, c'est complexe. On a réussi. Et puis moi, je pense que c'est bien aussi pour elle. Elle avait envie de vivre cette autre chose, de sortir de son pays. Après, il faut qu'elle s'adapte. C'est pas évident. Elle n'est jamais partie de chez elle. C'est quoi le salon ? Mais ça peut, pour moi, j'y crois beaucoup à cette équipe et la base arrière va être sympathique. Ouais. Ce recrutement, ça sera partie justement des interrogations, de voir des nouveaux visages, qui sont venus garnir les effectifs. Alors, on l'avait dit, on l'a balayé en préambule, Metz et Brest. Metz a beaucoup plus recruté, Brest un petit peu moins. Vous aviez l'habitude, Amélie, de suivre la Ligue des Champions avec une joueuse comme Jokovic, l'ancienne de Budućnost, qui est venue. C'est pas encore une star, mais c'est vraiment une joueuse confirmée. Une de plus qui intègre la LBE. C'est du gros calibre. Je pense que ça va être une des meilleures joueuses du championnat. Là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont eu un recrutement vraiment très bien réfléchi, très bien ciblé. Ils savaient qu'il leur manquait peut-être un poste 3. L'Ossette, c'est une arrière-gauche, mais qui a été recrutée vraiment pour renforcer la défense. En plus, derrière, ils ont une des meilleures arrière-gauche du monde, qui a du gabarit, qui défend aussi bien que ce qu'elle attaque. Voilà, donc ça, c'est parfait. Et puis après, ils ont recruté pour avoir un profil différent, une joueuse française, Lorraine Catani, la joueuse majeure de Toulon, mais une des très bonnes joueuses de D1 au poste de demi-centre, avec un profil atypique qui va mettre beaucoup de punch, beaucoup de dynamisme. À voir aussi son évolution, ça va être intéressant de voir comment elle va s'adapter dans ce type d'équipe, puisque d'habitude elle portait beaucoup le jeu, elle était la joueuse majeure. Là, il n'y a que des joueuses de gros calibre, c'est encore autre chose. Ça va être intéressant à observer. Coralie Lassource, que l'on a rencontrée, qui est la capitaine du BBH, qui s'exprime sur la saison à venir. Oui, je pense que ça sera sûrement notre point fort cette année, le fait qu'on soit quasiment la même équipe, juste avec 3 nouvelles recrues. Je pense que c'est une recrue, elle nous apporte quelque chose peut-être qu'on n'a pas eu avant, mais ça prend bien, ça prend forme et ça sera sûrement notre force aussi, le fait qu'on soit la même équipe quasiment. Bon, il nous reste encore quelques temps, quelques minutes pour cette fin d'émission. On va se lancer dans le jeu des pronostics, des projections. Pas des pronostics vraiment, mais simplement quelle équipe, Amélie, êtes-vous impatiente de découvrir? Je sais qu'en début d'émission, vous nous avez parlé de Bourg-de-Péage, on l'a rapidement éludé, mais Bourg-de-Péage, c'est l'attraction et l'interrogation en même temps avec le recrutement. Oui, c'est exactement ça, avec les retours. C'est vrai qu'on a envie de voir Claudine Mendy, ça fait 4 saisons, si je ne me trompe pas, qu'elle est partie à l'étranger. On sait que c'est une joueuse très complète. On a
voilà, des figures comme Nascimento, enfin voilà, tout ce nouveau collectif, voir comment elles vont réussir à jouer ensemble, avec Martha Minguet aussi, la Vista de Martha Minguet, enfin bref, il y a de Ancienne quoi fleurissoise faire également, hein, on y revient. à Bourg, et puis ces grands espoirs, Léna Granvaux, on a envie de voir aussi ce que ça peut donner, on a voleur, beaucoup de choses. une danoise, ouais, non, ça fait partie des questions et c'est un signe, Sabine, que ce championnat, cette LBE est vraiment attractive. Il y a eu un passé pas si lointain, on a vu un petit peu l'exode des internationales qui sont revenus. Et là maintenant, c'est d'autres joueuses confirmées étrangères qui viennent. C'est signe de bonne santé, même si on ne brille pas systématiquement. Même là, s'il y avait eu des bons parcours de Brest et de Metz, bon, ça a été interrompu malheureusement, on ne brille pas systématiquement sur la scène européenne. Mais le championnat est reconnu et est attractif. Je crois que c'est une vraie reconnaissance du travail fait par, on revient sur la Fédé, la Ligue et l'ensemble des clubs. Ce qui effectivement aujourd'hui, les joueuses étrangères ne viennent pas que jouer dans le top 10 Metz et Brest, mais on le voit, elles viennent un peu jouer dans toutes les équipes. Et je crois que c'est une réelle satisfaction que ce championnat soit attractif, qu'on soit reconnu sur la scène mondiale, internationale. Alors, beaucoup d'Européennes quand même, mais c'est vrai, nous on arrive à faire venir une joueuse angolaise. Je crois qu'il y en a une deuxième dans le championnat. C'est Paris, non, je sais plus où elle joue. J'ai vu dans le collectif voilà. nordique plutôt. Et je pense que c'est tout ce travail paye aujourd'hui et c'est une réelle satisfaction et moi je m'en réjouis de voir l'ensemble des équipes, de voir ce championnat parce que je crois qu'on est en manque de ballons sur le terrain et c'est vrai que les filles vont en découdre aussi parce que ça fait plus de 4-5 mois qu'elles n'avaient pas touché un ballon, ce qui n'est du jamais vu. Et c'est vrai que moi j'attends avec impatience de voir l'ensemble des équipes. Alors, bien entendu, je suis présidente de Fleury, donc si je peux les laisser derrière, je serais ravie. On va laisser plus derrière que devant la saison dernière. Oui, mais si on pouvait recommencer, ça m'arrangerait aussi. Mais c'est vrai, je pense qu'on va voir de très belles joueuses et si rapidement dans l'ensemble des équipes la mayonnaise prend, ouais, je pense qu'on va avoir un très beau championnat cette année. Et comme on en a la volonté, qu'elle a dit notre présidente de Ligue ce matin, on va aller au bout de ce championnat et ça va être très sympa. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, les joueuses étrangères qui venaient, c'était pas forcément des joueuses de grand calibre. Là, par contre, c'est vraiment des joueuses d'expérience inspirantes aussi pour les Françaises. Elles apportent une vraie plus-value. Et puis, il y a aussi les résultats de l'équipe de France, forcément, qui mettent les feux sur les Françaises. On se dit que si elles sont championnes du monde, enfin, pas en titre, hein, mais elles ont été championnes du monde, championnes d'Europe. Le championnat est de plus en plus renommé en Europe. Donc, c'est les meilleures joueuses qui ont envie. Il y a aussi une qualité de vie, une qualité de vie au quotidien dans les clubs français qui fait que voilà, ça va dans toutes les oreilles. Je pense qu'on les chouchoute, ouais, nos joueuses. Dans un championnat ou dans les équipes, on les dorlote, nos joueuses. Et je pense qu'effectivement, les étrangères voient ce côté accueillant. Et après, il y a le problème de la barrière de la langue, parce qu'apprendre le français n'est pas aisé quand même. Ouais. On a une langue française qui n'est pas simple à comprendre et à apprendre. Mais non, je pense qu'il y a un réel engouement et il faut qu'on reste sur cette dynamique parce qu'on le voit aussi chez les jeunes. Cette envie, moi je vois les jeunes du centre de formation, de voir les équipes, quand elles savent les joueuses qu'elles vont rencontrer en face. Pour elles, c'est un truc juste magique, quoi. Et puis il y a le fait de pouvoir cumuler aussi, hein, pour l'avoir vécu à Crime. À Crime, bon oui, il y a la Ligue des Champions, mais le reste du temps, le championnat, on se tourne les pouces. Donc là, on sait qu'il y a à la fois des Coupes d'Europe à jouer, et puis souvent, il y a aussi un championnat qui est hyper palpitant. À chaque semaine, il y a des matchs relevés. On a parlé donc des joueuses confirmées qui arrivaient. Parlons aussi, vous avez évoqué Léna Granvaux de Bourg-de-Péage. Vous avez beaucoup parlé de centre de formation. Alors peut-être, vous n'allez pas vouloir vous mouiller, nous sortir une joueuse, mais il y en a une particulièrement à ressortir qu'il faudra suivre attentivement parce qu'on a un prix Sport en France et avec la LBE qui va récompenser la meilleure joueuse U20 du championnat. Donc il faut peut-être miser sur qui chez vous. Les trois. Si j'en donne une, les autres vont dire. Non, mais il faut citer que Suzanne Vajoka, qui a tenu l'aile suite à la blessure de Rizzo, notre cubaine, c'est un espoir du hand français aujourd'hui. Donc,
je miserais sur elle, mais après il y a Lilou Bigoun, enfin j'ai tout le monde, j'ai toutes mes filles, mon centre de formation, je les adore et je pense que je ne vais pas citer un nom parce que je ne veux pas les... Après elles vont me dire, ouais, m'a cité elle et pas moi. Hein. Et oui, je sais que je me La susceptibilité féminine, vous savez... non. Ok, on va bien non, se garder. mais je pense qu'il y a un très bel effectif sur le centre de formation et je croise les doigts pour que tout progresse et devienne un jour professionnel. La meilleure buteuse du championnat, c'était dans plusieurs années. Qui va mettre ce nouveau ballon? Car le voici, hein, le nouveau ballon. Il est là, le nouveau ballon avec lequel les filles s'entraînent déjà, avec lequel elles vont jouer. Voilà le nouveau ballon, couleur de but à gaz. Voilà, c'est bien pensé. Donc ça a été Anna Gross qui a été meilleure buteuse, Benoît de Paola et Déborah Podar qui vient d'avoir. Peut-être Anna Gross encore, parce que la question, Amélie et Sabine, c'est les deux autres qui les suivaient, elles ont eu un collectif qui a travaillé pour elles. Vous parliez de Bruna de Paola qui a bénéficié du jeu d'Alexandra Lacrabert. On a Déborah Podar qui avait le jeu mis en place par Christophe Mazel et qui lui permettait d'être à la finition. Est-ce que ça va être la même chose à Nantes? Est-ce que ça va bouleverser ce trio des meilleures buteuses du championnat? Bonne question. Bon, en même temps, Anna Gross, elle a dû arriver en 2014, il me semble, en France. Sur je crois que sur les 5 dernières saisons, elle a été 4 fois la meilleure buteuse du championnat. Bon, moi, je ne prends pas de risque et je pense en plus qu'elle a vraiment le plus beau bras du championnat. Après, on va voir avec Jukovic aussi qui arrive dans son collectif. Tout à fait. Elle aussi, c'est une grande buteuse, donc ça va peut-être un peu rééquilibrer la donne. Et en tout cas, pour moi, ce sera toujours Anna Gross. Mais à voir. Stanko. Je vais suivre Amélie, c'est vrai, c'est une logique, mais je pense qu'il va y avoir des surprises cette année. Il va y avoir des surprises parce qu'effectivement, dans les équipes, il y a un partage finalement. Bruna, aujourd'hui, se retrouve dans une équipe à Nantes où il y a d'autres buteuses. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait. Donc, moi, je sais que. Moi, je misais aussi, Alex, je misais aussi sur elle parce que sur des matchs, elle peut être sur une moyenne de 7-8 buts. Donc, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'Anna Gross reste une des références du championnat. Ben voilà, on a hâte, on a dit pour plusieurs raisons, hâte que ce championnat reprenne. Et donc on va être impatient de voir les premiers pas saison 2020-2021 de votre Fleury, Sabine, avec Amélie. Donc voilà, on sera présent à Saint-Amand-les-Eaux face à Fleury. Amélie, juste pour conclure, on a été ravis la saison dernière, on s'est vraiment fait plaisir. Vous avez l'habitude de commenter des matchs internationaux, vous avez l'habitude de commenter la Ligue des Champions, mais vraiment, vous étiez régalé la saison dernière en tout point. Oui, sans faire de démagogie, hein. C'est la plus belle saison, je pense, en termes de niveau de jeu que j'ai pu observer, en tout cas depuis 5 ans que je commente la LFH, la LBE. Il y a eu un peu tout ce qu'on voulait, quoi. Surtout nous, en suivant les différents matchs, des rebondissements, des matchs accrochés, de la qualité de jeu, vraiment, techniquement. Même les jeunes joueuses présentent un bagage technique quand même qui est plutôt super intéressant. Il y a un peu de tout ce qu'il faut dans cette ligue, en tout cas pour qu'on se régale. Il y a des histoires de femmes aussi racontées derrière. Elles mènent des doubles vies, entre guillemets, un peu à droite à gauche. C'est vrai que Julien Perronnet, il est fan, il se régale à chercher, à fouiner un petit peu pour trouver des nouvelles histoires à raconter. Au-delà de tout ça, il y a un peu toute cette participation de tout le monde et de tout ce qui peut être raconté au travers de ce beau championnat. Oui, parce que ça fait partie de la couverture que l'on souhaite donner ici à Sport en France. Évidemment, il y a la retransmission des matchs, mais c'est également mettre en lumière, vous faire découvrir les acteurs, les actrices, les joueuses qui sont plus en lumière, les travailleurs de l'ombre, les bénévoles, hein, évidemment, les staffs, les présidents, bref, tout l'organigramme qui concourt à bien faire fonctionner un club. Donc voilà, et comme souvent, on prendra l'antenne 20 minutes avant pour donner la parole au coach, au président, vous montrer des immersions, des sujets pour vous faire vivre au plus près cette Ligue But à Gaz Énergie. Donc qui commence ce mercredi 9 septembre avec donc le premier match, la première affiche, Saint-Amand-les-Eaux contre Fleury. Merci Sabine d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous et on est ravis de vous réaccueillir très vite au bord des terrains parce que c'est un réel plaisir de retrouver tout le monde et je voulais vraiment souhaiter une très très belle saison à tous les clubs et à tous les présidents parce que finalement on a passé presque tout l'été sans se quitter en visio. Donc là c'est sympa de se retrouver autour d'un terrain et je souhaite vraiment qu'on puisse aller au bout de ce championnat,
que la Covid nous laisse tranquilles et surtout que nos joueuses gardent la santé, parce que ça, c'est quand même le plus important. On croise les doigts. Merci à vous Sabine, merci à vous Amélie et à très vite. Merci à François Caudal à la réalisation, à Clément Rieter au son et à Julien Perronnet, chef d'édition Super Papa. Il faut se reposer. Merci à vous pour votre fidélité et à très vite sur Sport en France. Salut.